Comment va Air France aujourd'hui? Alors, je dirais que depuis un an, sous l'impulsion de Ben Smith, qui est arrivé en septembre de l'an dernier, qui a assuré l'intérim de la direction d'Air France sur ces premiers mois, l'enjeu a été d'apaiser le dialogue social, ce qui est vraiment un préalable essentiel pour pouvoir dérouler ensuite une stratégie partagée avec les salariés. Et je pense que on est aujourd'hui dans un dialogue apaisé, y compris dans un contexte aujourd'hui, je dirais, plus au niveau français, un peu plus agité. Où en est Air France? On vient de présenter aux investisseurs notre trajectoire, c'était attendu. Donc le 5 novembre dernier, nous avons affiché l'ambition d'Air France KLM d'avoir une trajectoire financière qui ramène le groupe vers une marge opérationnelle entre 7 et 8%. Donc pour Air France, ça représente une transformation globale. Donc on travaille sur les organisations, des organisations plus agiles, moins de silos. Vous connaissez notre provenance, je dirais, publique. Et donc on a encore un certain nombre de rigidités, comme beaucoup d'entreprises françaises, dont il faut se débarrasser. Dans notre transformation, nous avons également le fait de retravailler nos process pour les digitaliser, pour travailler sur nos coûts, pour travailler sur notre performance opérationnelle. L'année dernière a été agitée, vous l'avez un peu rappelé, et on devait à nos clients d'améliorer très fortement notre ponctualité, notre régularité. Donc ça a été notre travail, je dirais, au quotidien de cette année, avec déjà des vrais résultats. On est très régulièrement sur le podium européen de la ponctualité. On espère l'être en fin d'année, si on n'a pas trop de perturbations extérieures. Et puis, un enjeu majeur, c'est par rapport à cette promesse de la marque Air France d'être au rendez-vous des attentes de nos clients. Avant de venir à l'environnement, peut-être, sur les clients, je crois que j'ai vu en préparant justement cette réunion que vous aviez annoncé que vous investiriez 1 milliard sur le parcours client dans les 5 ans. C'était juste pour vous faire préciser ce qu'on appelait chez Air France le parcours client et où allaient aller ces milliards. Alors, plus que le parcours client, alors déjà, une première réponse aux attentes de nos clients, c'est le renouvellement de notre flotte. Parce que quand on a de nouveaux avions, évidemment, ils arrivent avec les derniers standards en termes de confort à bord, équipés de Wi-Fi, des grands écrans, des sièges plats en business, pas de siège du milieu, comme ici. Donc, évidemment, ces investissements sur la flotte qui sont capitaux à la fois pour les clients, pour la compétitivité, pour l'environnement, c'est 1 milliard d'euros par an. Donc, la moitié de nos investissements, c'est effectivement la flotte avec un renouvellement accéléré. Et l'autre milliard dont on parle, qui s'étale sur 5 ans, il vise à moderniser les cabines de nos avions qui restent en flotte, mais dont les cabines sont un peu défraîchies, dont les sièges ne sont pas encore totalement plats. On en a de moins en moins. 80% de nos cabines long courrier seront modernisées, je dirais, à compter de l'an prochain, en 2020. Ça sert également à installer le Wi-Fi sur l'ensemble de la flotte, long courrier, moyen courrier, court courrier. Et aujourd'hui, j'entends de moins en moins de clients qui me disent j'ai envie de rester dans ma bulle, et de plus en plus de clients qui disent vous n'avez pas encore installé le Wi-Fi partout. Et puis ça sert aussi à rendre le parcours au sol fluide. Donc un parcours au sol fluide, c'est de la reconnaissance faciale pour la biométrie qui permet... Nous, notre but, c'est que le passeport reste dans la poche du client à la fin pour pouvoir avoir un parcours, je dirais, en aéroport sans file d'attente. Et puis les salons qui sont des lieux à la fois pour nos clients qui voyagent en business, en première, mais également pour beaucoup de nos clients qui voyagent en économie, mais qui sont des voyageurs fréquents, la moitié, qui utilisent nos salons. Et donc là, je dirais une vraie montée en gamme pour nos salons que nous poursuivons à la fois sur nos salons parisiens, mais également sur beaucoup d'escales, je dirais, dans le monde entier. Comment est-ce que vous pouvez à la fois donc financer des nouveaux avions, une montée en gamme, l'amélioration du parcours client et améliorer votre marge? Vous disiez on vise 7 à 8%, je ne sais pas d'où vous venez. Comment on fait pour combiner de l'investissement massif et de l'amélioration de la rentabilité? Est-ce que dans un contexte où en plus on ne maîtrise pas tout, le cours du pétrole, la conjoncture internationale, c'est pas un job hyper facile?
C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'une transformation globale. Donc les 7 à 8%, c'est à un horizon moyen terme, 2024. Et aujourd'hui, on est entre 2 et 3%. Donc on voit qu'on a effectivement, je dirais, une amélioration continue à assurer, avec des premières années qui seront effectivement un vrai challenge dans lequel on a engagé toute l'entreprise, puisqu'il faut nourrir les investissements des nouveaux avions sans en avoir encore le bénéfice. Donc en gros, on a 900 millions d'euros à aller chercher par an à l'horizon 2024. Donc en 2024, 900 millions d'euros d'amélioration, je dirais, de notre résultat opérationnel. Ces 900 millions d'euros, c'est 400 millions d'euros de travail sur nos coûts, par une organisation, je dirais, plus légère, des coûts de structure, des coûts de siège sur lesquels nous travaillons, également des processus opérationnels sur lesquels les nouvelles technologies peuvent amener de la digitalisation et à la fois nourrir l'expérience client, mais également baisser nos coûts, travail sur nos achats, travail sur nos coûts d'investissement informatique. Donc toute l'entreprise en ce moment est scannée. On a 150 projets qu'on a élaborés depuis le printemps, qui viennent nourrir cette ambition de 400 millions d'euros. Et le reste, il y a 300 millions d'euros qui seront amenés par le renouvellement de la flotte, tout avion de nouvelle génération, que ce soit des Airbus 350, des Airbus 220, des Boeing 787, c'est 10 à 15% de coûts au siège en moins. Et donc 300 millions d'euros qui, à 2024, seront amenés, je dirais, de manière plus automatique par le renouvellement de la flotte, et 200 millions d'euros sur les recettes par toutes nos initiatives en termes de personnalisation d'offres, d'amélioration de nos revenus annexes et tout ce qu'on peut faire pour la recette. Est-ce que c'est quoi l'ADN et la différenciation d'une marque comme Air France Dans l'automobile, chaque marque a vraiment une image et attire un public spécifique. Est-ce que dans l'aérien, c'est pareil? Est-ce qu'il faut avoir une image, un positionnement qui permet ensuite de vendre plus cher, ou est-ce qu'à l'heure des comparateurs de prix sur Internet, de toute manière, le client il clique en fonction du prix et donc la différenciation ne se fait plus que par le prix, Alors il y a un positionnement de compagnie aérienne, même si on a vu effectivement assez tôt et depuis des dizaines d'années que l'essentiel des achats, beaucoup d'achats passant effectivement par les sites internet, le prix est devenu un critère effectivement majeur pour une partie de nos clients. Pour autant, le positionnement d'Air France, je ne vais pas vous étonner en disant que c'est un positionnement plutôt premium. Le positionnement Transavia, lui, est un positionnement résolument low cost, donc chaque marque effectivement porte un ensemble de valeurs et de promesses. Nous avons une marque Air France qui génère des attentes assez fortes, à la fois pour nos clients français, mais également pour nos clients étrangers. Et quand ils achètent Air France, ils attendent une expérience au sol et en vol qui soit, je dirais, au meilleur standard de ce qui existe dans l'industrie aérienne. Et ils attendent également une French touch, de voyager à la française. Nos clients étrangers, mais également nos clients français qui sont toujours ravis, quand ils reviennent en France, d'avoir le premier goût de la France en mettant le pied dans le premier pied dans l'avion d'Air France. Donc ça passe par la gastronomie. Tous nos plats en business sont signés par des chefs étoilés. Ça passe par la culture, le fait de faire découvrir des films français également. On a 1400 heures de divertissement, donc on met à l'honneur le Festival de Cannes, la production française. Voilà, donc tout ce qui peut, et puis dans le détail, dans les marques qu'on fait découvrir à nos clients, tout ce qu'on peut leur offrir à bord, doit porter finalement un goût de la France. Un mot peut-être sur le paysage concurrentiel. On a vu depuis des années la montée en puissance du low cost. Est-ce que vous pensez qu'en Europe, ils ont atteint une sorte de plateau ou est-ce que vous pensez qu'ils vont continuer à se développer massivement? Et sur le longue distance, on a vu à la fois beaucoup d'initiatives, on a commencé à voir des échecs. Quel premier bilan on peut en tirer et quel impact ça a sur la stratégie d'Air France et de Transavia d'une certaine manière? Alors sur le trafic low cost européen, il y a eu une très très forte croissance. Bon, cette croissance
est un peu moins forte, je dirais, cette année. On a vécu l'hiver dernier une situation d'un peu de surcapacité sur le trafic intra-Europe. Cet hiver, on a plus une régulation, je dirais. Tous les acteurs se sont un petit peu autocensurés avec des croissances un peu moins fortes qui permettent de mieux tenir les recettes unitaires. Nous, très clairement, Transavia est vraiment l'outil du groupe Air France et du groupe Air France KLM, puisqu'on a Transavia en France et en Hollande, qui est un outil qui a tous les atouts d'un point de vue positionnement, expérience client, coût. Le coût au siège offert de Transavia est vraiment totalement en ligne pour positionner Transavia face aux autres low cost. Et Transavia se développe de manière importante au départ de la France vers l'Europe, vers des destinations touristiques européennes, au départ d'Orly, de Nantes, de Lyon, et on vient d'annoncer l'ouverture d'une base au départ de Montpellier l'été prochain. Donc Transavia, là, vous pouvez reprendre des parts de marché sur le low cost intra-européen. On veut faire croître Transavia de manière très significative, et d'ailleurs on a un très bon accord avec nos pilotes qui permet de déplafonner l'utilisation de le nombre d'avions qui était plafonné historiquement, et ça va nous permettre effectivement de nous positionner fortement, et je pense que Transavia a tous les atouts effectivement pour continuer à croître et à prendre des parts de marché. Sur le réseau plutôt long courrier, effectivement vous faisiez référence au low cost long courrier, dont le modèle est aujourd'hui plus en questionnement que le modèle de low cost européen qui lui est effectivement un succès. Je dirais qu'on est aujourd'hui en observation. On a vu que certaines compagnies low cost avaient fait faillite, Primera, Huawei. On a eu aussi XL Airways qui est sur un modèle un peu différent, qui effectivement a été dans l'actualité française en septembre. Et on est toujours triste quand des compagnies françaises en particulier, je dirais, font faillite. Je dirais qu'on reste très attentif aujourd'hui à la santé d'acteurs low cost comme Norwegian, et que je pense tout le monde observe ce marché en se posant la question effectivement, compte tenu des besoins d'investissement, on est dans un secteur qui a des besoins d'investissement très forts, on en a parlé, donc on a des acteurs qui peuvent être endettés. Est-ce qu'ils peuvent effectivement passer le cap, je dirais, d'une soutenabilité à moyen long terme? Bonsoir. Je reviens sur l'engagement environnemental que vous avez évoqué avec effectivement l'importance du renouvellement de la flotte. J'entendais en début de semaine le PDG de Voyageurs du Monde qui partageait deux convictions. La première, c'est que le transport aérien et les voyages, c'est un atout social important pour le monde et pour effectivement réussir les enjeux environnementaux et sociaux qui nous attendent. Mais du coup, il a aussi partagé la conviction qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore sur le transport aérien dans l'environnement, et en souhaitant que d'ici 30 ans, les voyages aériens arrivent à une neutralité carbone. Certains trouvent que déjà 30 ans, c'est long. J'aurais voulu effectivement savoir, vous, quelle est votre conviction à ce sujet. Est-ce que vous pensez que ce sera accessible? Et qu'est-ce qu'on peut répondre à cette jeunesse qui s'inquiète sur le sujet? Alors, je pense qu'il a raison sur le rôle sociétal du transport aérien. Moi, ça me ferait peur d'imaginer un monde à 2050 sans avion, parce qu'on n'aurait pas trouvé les solutions, puisqu'on voit le monde actuel qui se rétrécit parfois, qui se localise au mauvais sens du terme. Et je pense que le transport aérien, c'est un vecteur essentiel pour les échanges de culture, la compréhension des autres cultures dans le monde. Et donc pour moi, c'est absolument essentiel. Et voilà, quand je me pose la question, qu'est-ce que je fais à la tête d'une compagnie aérienne, j'ai aussi des convictions fortes pour mes enfants, pour ce qu'on doit faire pour la planète. Et je pense que mettre toute son énergie avec les autres acteurs effectivement de cette filière pour construire un
un transport aérien soutenable, c'est une belle ambition. Et j'en suis fière. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la filière, on se parle beaucoup, qui mettent tous leurs efforts dedans. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont nos convictions à 30 ans? Alors déjà, à 30 ans, qu'il y a eu des convictions qui tombaient juste, quel que soit le domaine, mais bon, on voit bien que je pense que beaucoup dans la salle, vous le savez, les avions électriques, à 30 ans, voire avant, les constructeurs nous disent qu'ils sont assez accessibles, mais sur des distances courtes et avec une capacité relativement réduite. Donc clairement, nous on a des Airbus 320 à 174 sièges qui font Paris-Moscou. Ça, en avion électrique, on ne le voit pas. Et encore moins, évidemment, un long courrier. Donc il y a une question de poids des piles, de taille des piles. Et puis après, vous rentrez dans la logistique. Les piles, comment on va les recharger? Je ne sais pas si vous avez une voiture électrique. Moi, j'ai une voiture électrique. Il faut calculer quand même. Il faut être sûr d'avoir une prise au bout. Bonsoir, donc Johan Geffroy, directeur de Favart. Donc pour poursuivre sur la décarbonisation des flottes et du transport aérien en général, donc là on vient de parler du levier technologique, à la fois sur les formes de propulsion et également le fait de verdir un peu les sources d'énergie avec les biocarburants. Je fais une petite parenthèse, donc j'ai bien retenu votre intérêt pour le recyclage des huiles de friture qu'on expérimente aujourd'hui pour faire rouler des bus dans le nord de la France. Si on arrive à l'huile de friture dans le milieu de la restauration dans le monde, à mon avis, est suffisamment disponible pour créer une filière justement. Mais pour l'instant, voilà, c'est là une innovation de rupture qui fonctionne pour faire rouler des bus en milieu urbain en limitant l'émission de particules. Donc l'autre levier qu'on peut envisager, c'est le levier réglementaire. Donc j'aurais voulu savoir quelles sont les demandes qu'on pourrait faire. Les sénateurs là, cette semaine ont par exemple proposé pour l'achat de flottes consommant moins de kérosène, de pouvoir par exemple suramortir le montant des avions acquis en portefeuille. Donc est-ce qu'il y a des choses comme ça réglementairement qui pourraient vous faciliter la décarbonisation ou la moindre carbonisation de vos flottes? Et sur le modèle économique, est-ce que vous avez par exemple intégré la moindre émission de CO2? Est-ce que vous le valorisez dans votre modèle économique? Et est-ce que ça pourrait être intégré, sachant que c'est des modèles économiques qui existent déjà, que nous on utilise sur notamment la précarité énergétique? Alors beaucoup de choses. Effectivement, les huiles usagées, les graisses usagées peuvent être intégrées et c'est une des sources les plus, je dirais, vertueuses, puisque aujourd'hui ce sont des déchets qu'il faut en plus recycler, donc il y a probablement un modèle économique à creuser et très clairement on souhaite effectivement s'orienter vers ce type d'incorporation. En termes de réglementation, bien sûr, on peut favoriser l'utilisation d'avions plus vertueux. Et encore une fois, vous voyez, notre premier levier d'action, et là on met toute notre énergie et notre argent, c'est bien dans l'achat d'avions, parce que moins 25%, c'est le premier vecteur. Après, ce qu'on porte auprès des pouvoirs publics, et d'ailleurs on le porte avec les autres acteurs de la filière, le GIFAS, l'Union des aéroports français, les constructeurs. Donc on commence à dialoguer entre nous pour voir ce qu'on pourrait porter comme proposition.